L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. En l'absence de Hugues Gonneau, qui est toujours en vacances, sera de retour la semaine prochaine. Louis-Philippe, on va parler évidemment des véhicules que tu es allé essayer la semaine passée, en l'occurrence Ford Maverick, Ford Bronco Sport. Ouais. Des améliorations sur ces modèles-là. Moi, je parlerai aussi du Mitsubishi Outlander que j'ai pu conduire la semaine dernière. Mais évidemment, un sujet incontournable en ce moment, c'est celui des tarifs reliés à l'automobile chez nous au Canada, qui sont entrés en vigueur il y a 2 jours. Oui. Donc, mercredi. Des tarifs qui sont extrêmement complexes à calculer. On a peine à expliquer comment ça fonctionne. Les constructeurs automobiles, ils comprennent rien. Évidemment, la Société d'assurance automobile du Québec, on ne sait pas comment on va taxer tout ça. On ne sait même pas comment on va financer des véhicules, comment ça va fonctionner avec les tarifs. Ouais. On a posé des questions à plusieurs manufacturiers, plusieurs concessionnaires. C'est le brouillard total. Mais on sait qu'actuellement, tous les véhicules qui proviennent des États-Unis, qui sont assemblés aux États-Unis, donc avec des numéros de série qui débutent par 1, par 4 ou par 5, ce sont des véhicules qui sont sujets à des tarifs chez nous au Canada. Ouais. Et là, il y a une nuance, évidemment, avec les véhicules qui se conforment à l'ACUM et les véhicules qui ne se conforment pas. Ben oui, à l'ACUM. En fait, aux États-Unis, quand on a instauré les tarifs, c'est tous les véhicules qui ne se conforment pas à l'ACUM, y compris les véhicules japonais, etc., qui sont faits à l'extérieur. Tandis que au Canada, on réplique aux tarifs américains. Donc, c'est les véhicules américains. Puis, on a instauré un tarif de 25 %, mais on veut pas tarifer le contenu qui est canadien et mexicain dans ces véhicules-là. Donc, le tarif est plus 21,75 % sur les véhicules là, qui se conforment à l'ACUM. Là, après ça... Mais un véhicule conforme à l'ACUM, pour expliquer ce que c'est un véhicule dont 75 % ou plus du contenu et de provenance nord-américaine. Ce que j'ai trouvé intéressant, puis il y a aussi que 40 % ou 45 % pour une camionnette doit être fait au Canada et aux États-Unis selon l'ACUM. Donc, en ce moment, cette portion-là, 40 %, elle est Canada et États-Unis. Mais aux États-Unis, on veut séparer Canada et les États-Unis et juste calculer le montant américain. Donc, tu sais, on lance des pourcentages, on revient sur des accords. Puis comme tu dis en début d'émission, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde, y compris les manufacturiers et les clients à comprendre. Ce que j'ai trouvé complexe aussi, c'est que dans Automotive News, on mentionnait que 90 % des véhicules qui sont assemblés aux États-Unis sont conformes à l'ACUM. Oui. Ce qui est tout le contraire de ce que j'ai comme preuve ici, où on vient indiquer qu'un paquet de véhicules sont dotés à X pourcentage de pièces provenant de l'extérieur. Et là, je peux vous donner un paquet d'exemples au hasard. Par exemple, un Hyundai Santa Fe, assemblé aux États-Unis, bien sûr, 47 % des composants proviennent de l'Amérique du Nord. 36 % provient de la Corée, donc ne se qualifie pas. Une Cadillac CT5, 15 % des pièces seulement sont faites au Canada ou aux États-Unis, mais 49 % sont faites au Mexique. En totalisant tout ça, tu es à 64 % de contenu nord-américain. Ça ne se qualifie pas non plus. Un Genesis GV70, 70 % des pièces proviennent de Corée. Ça ne se qualifie pas non plus. Tout ça, c'est fait aux États-Unis. Ouais. Donc, je m'explique mal comment on peut indiquer que 90 % des véhicules se conforment à la règle, parce que mon observation, c'est que c'est carrément le contraire. Ah, bien, c'est comme les Mercedes, par exemple, là, la classe GLE, GLS, etc. Il y a énormément de composantes qui viennent de l'Allemagne, qui sont importées aux États-Unis. La majorité vient de l'Allemagne, mais assemblées aux États-Unis. Puis quand ils viennent ici, bien, la liste est interminable. C'est des pages et des pages de modèles. Un Nissan Rogue, 40 % des pièces proviennent du Japon. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ici? Lincoln Corsair, au total, vous avez 63 % de pièces nord-américaines. Le reste, ça provient de l'extérieur. Les véhicules qui s'y conforment le plus, ce sont les Tesla, où les pièces provenant de l'Amérique du Nord sont
à 90 ou 95 de ce qu'on obtient lorsqu'on regarde le contenu. Alors ça, c'est pour Tesla. Un Volkswagen Atlas, par exemple, vous êtes à peu près 85 de contenu nord-américain. Un Mazda CX-50 hybride, vous êtes autour de 60 de pièces uniquement des États-Unis. Donc là, il y a des véhicules qui s'y conforment, mais de façon générale, c'est loin d'être évident. Et finalement, ben, quand on regarde l'ensemble du contenu, on comprend mal comment le calcul qu'on a retrouvé, qu'on a dévoilé dans Automotive News il y a quelques jours, peut être viable. Évidemment, un véhicule qui se conforme à l'ACUM, ben là, on dit qu'on taxerait le véhicule à 21,25 en moyenne, considérant qu'il y a un 85 de contenu qui provient de l'Amérique du Nord. Ça, c'est dans leur calcul à eux, mais c'est beaucoup trop simpliste et semble-t-il que ça, c'est contestable. Oui, absolument, parce que les composantes, on l'a dit, hein, elles traversent les matériaux vont partir du Canada, vont aller aux États-Unis, ensuite revenir au Canada, peut-être même passer par le Mexique. Donc, une composante peut faire le voyage 4-5 fois, donc il faut décomposer littéralement ces pièces-là, puis dire quel est le contenu américain, quel est le contenu canadien, quel est le contenu mexicain, puis là, tout le monde prend sa part. Ça peut constamment varier. Ben oui, absolument. Les fournisseurs sont pas tous les mêmes pour toutes les variantes dans un véhicule. Non, et un constructeur peut décider de s'approvisionner ailleurs s'il le souhaite en cours d'année. Oui. Des microprocesseurs, par exemple, je sais pas, moi, une garniture intérieure, on peut changer de fournisseur de pneus. Bref, il y a un paquet de... Alors, c'est extrêmement complexe. Mais pour un véhicule qui ne se conforme pas, alors moi, je pense que c'est la majorité, si je me fie à la liste que j'ai ici, qui est très exhaustive, là. Pour un véhicule qui ne se conforme pas, ben là, ce qu'on dirait essentiellement, c'est que on va taxer la portion non nord-américaine. J'ai fait un calcul, là, pour qu'on s'amuse un peu. Ici, j'ai la fiche, j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine avec Isabelle Maréchal. J'ai la fiche d'un Kia EV9 Land All-Wheel Drive. C'est un véhicule dont le PDSF est à 64 995 $ avant tous les frais. OK? Ce véhicule-là comporte 70 de pièces qui proviennent de l'extérieur d'Amérique du Nord. OK? Alors, si tu considères qu'on va tarifer 70 du véhicule à 25 considérant un PDSF à 64 995, ben, il y aurait un tarif applicable sur ce véhicule-là de 11 374 $. Véhicule qui ne se qualifie pas aux règles de l'ACUM, donc à l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Ensuite, tu viens ajouter les frais de transport, préparation, les frais de concessionnaire, les frais environnementaux. Grand total du véhicule, tu es rendu à 79 536 $. OK? Et là, tu viens ajouter les taxes. Parce que le tarif est taxable. Donc, tu es rendu à 91 447 $. Ça, c'est le chèque que tu dois signer. Mais, le Québec te fait un beau cadeau de 4 000 $ parce que c'est un véhicule électrique. Fait que facture finale, 85 447 $. Ça, c'est mon calcul. Évidemment, prenez pas ça pour du cash parce qu'il pourrait y avoir d'autres façons de calculer. Mais ma compréhension basée sur ce que j'ai pu trouver sur le site du gouvernement, c'est ainsi qu'on va calculer la taxe ou le tarif pour les véhicules qui ne se qualifient pas. Qui sont assemblés aux États-Unis. Qui sont assemblés aux États-Unis, évidemment. Et là, j'amène... Parce qu'on pénalise des constructeurs qui assemblent aux États-Unis, mais qui ne sont pas nécessairement américains. On pénalise des fournisseurs également là-dedans. Oui, puis je veux dire, il faut considérer plusieurs éléments. Il y a des constructeurs automobiles en très bonne position sur le marché canadien qui, du jour au lendemain, se retrouvent fortement pénalisés. Et là, je vais penser à Toyota. Parce que Toyota, là, on fabrique des RAV4 au Canada. Mais pensez-y 2 secondes. Camry, Corolla, les Crown, non, ce sont des voitures japonaises. Mais après ça, tu t'en vas dans les VUS. Alors, tout ce qui s'appelle Highlander, Grand Highlander, Sequoia, Tundra, Tacoma, Forerunner, Land Cruiser, non, c'est fait au Japon. Mais bref, la majorité des véhicules Toyota qui sont vendus chez nous proviennent des États-Unis. On va-tu cesser la vente de ces véhicules-là du jour au lendemain parce qu'ils sont tarifés? Alors que certains véhicules de la compétition ne le sont pas. Et là, je sortais l'exemple avec Isabelle plus tôt cette semaine des VUS intermédiaires.
Si on fait la liste des VUS intermédiaires qu'il y a sur le marché en ce moment, ben là, on peut penser Chevrolet Traverse, GMC Acadia, Ford Explorer, Hyundai Palisade, Honda Pilot. Après ça, tu t'en vas du côté de chez Subaru avec le Ascent, les Grand Highlander, les Highlander chez Toyota, Atlas chez Volkswagen. Tout ça, là, c'est fait aux États-Unis. Il y en a un qui est fait au Japon, puis c'est le CX-90. Alors, mon petit doigt me dit que ça va connaître du succès chez nous. Les gens vont y trouver un intérêt particulier parce que si tu veux t'acheter un VUS à 3 rangées de sièges demain matin, ben pas demain matin, mais disons demain matin. Parce que là, bon. Là, il y a encore des inventaires qui ne sont pas tarifés. Les inventaires ne sont pas tarifés, c'est ça. Mais pour disons, le moment, là. Repoussons ça de quelques mois. Repoussons ça de quelques mois. Mazda va avoir un sérieux avantage dans ce segment-là. Et dans ce contexte-là qui peut changer 4 fois jusqu'à temps qu'on arrive à ces mois-là. Ben oui. Après ça, tu as évidemment la guerre à qui va être le premier dans le segment des voitures compactes. Mais peux-tu te dire que c'est Honda qui va remporter la mise? Elle est fabriquée au Canada. Avec CR-V puis tout ça. Hein. Non, mais avec la berline compacte. Ah oui. Le CR-V puis le RAV4 vont se livrer une bataille. Voilà. La Civic 4 portes, oui, absolument. La Civic 4 va portes, être... bien sûr. Il y a la courte liste de véhicules fabriqués au Canada qui n'ira pas en s'améliorant, soit dit en passant. J'ai pas l'impression qu'on va... décider de fabriquer plus de véhicules chez nous. Mais tout ça pour dire que ça risque d'être assez spécial de voir comment les constructeurs automobiles vont s'ajuster là-dessus. Et là, je t'amène une autre question. Tu achètes un véhicule comme le Kia EV9 ici de 65 000 $, puis il y a un tarif de 11 374 $. OK? Est-ce que ce tarif-là est finançable? Ou est-ce que c'est un montant que tu dois donner sur le champ? Parce qu'on s'entend que ça s'envole en poussière. Une taxe sur un véhicule est finançable parce qu'elle est récupérable au prorata de sa valeur lorsque tu vas la revendre. Oui, mais c'est l'importateur qui paye le tarif puis qui va le refiler au consommateur. C'est lui qui va le refiler, peut le financer, mettons, là. Oui, mais c'est pas, mettons, Honda Canada qui va financer le véhicule. Ça va être une banque indépendante. Absolument. Scotiabank, par exemple, ou TD, ben, eux autres, ils financent des véhicules automobiles. Est-ce qu'ils vont accepter de tomber dans le surfinancement automobile parce qu'il faut financer un tarif de 12 000 $? Moi, j'ai bien de la misère à croire que ça va être possible parce qu'on serre la vis partout, considérant que le portefeuille des automobilistes québécois est de plus en plus serré. On se fait ramasser partout, tout coûte plus cher. La capacité de payer d'un consommateur, c'est quoi? Et attends, pousse la question plus loin. Si tu veux louer un véhicule sur 4 ans, et que ta location représente 50 % de la valeur du véhicule, est-ce que ton tarif est résidualisable? Ou est-ce que tu dois le payer à 100 % au jour 1? Oui. Tu sais, tout ça, là, on n'a pas de réponse en ce moment. C'est le bordel total. Alors, évidemment que ça va changer complètement la donne, mais le truc, ça va être de... Bon, évidemment que le prix des véhicules en moyenne va augmenter. On s'en sortirait pas. Ça, c'est sûr. Mais il y a des véhicules qui vont avoir une position avantageuse par rapport à d'autres. Un CR-V va avoir une position avantageuse par rapport à une Subaru Outback qui, elle, est faite aux États-Unis, par exemple. Alors, les gens vont se ruer vers des véhicules qui sont non tarifés. Un Chevrolet Equinox qui est fait au Mexique ne sera pas tarifé. Mais par contre, un Chevrolet Traverse, lui, va l'être. Bon, bref. Alors, tu sais, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais on va voir un changement dans les habitudes d'achat des consommateurs, dans les publicités automobiles, comment les constructeurs vont jouer leurs cartes. Un constructeur qui était dans une position magnifique il y a 2 semaines est complètement chamboulé en ce moment. Et il y en a d'autres qui tiraient de la patte. Ah ben là, on a une chance de sortir la tête hors de l'eau. Et là, tu sais quoi? Je pense à Ram. La division Ram n'allait pas très bien. Là, on va en parler un peu plus tard. Les camions Ram se vendaient moins bien. Ben, tu sais que les Ram et les Ram HD, il y a une grosse partie de la production qui est faite au Mexique. Alors ça pourrait se retrouver chez nous non tarifé, comme c'est le cas avec un Silverado ou un Silverado HD qui est fait du côté d'Oshawa. D'Oshawa, oui. Mais chez Ford, on s'en sort pas. Non. Ford,
On voulait s'en aller vers Oakville en 2026, mais c'est pas fait encore. Il n'y a pas de camion qui sort de là à ce moment-là. T'as tout compris. On prévoit assembler des Super Duty à Oakville, mais on est loin d'avoir commencé à boulonner des camions. On est vraiment loin de là. Et donc, tous les F-150 sont faits du côté des États-Unis. Alors, c'est un camion qui va être pénalisé par rapport au Ram, au Chevrolet Silverado. Oui. Puis évidemment, les gens vont acheter des Silverado bien plus que des GMC Sierra, parce que le GMC Sierra est fait aux États-Unis, puis le Silverado est fait au Canada. Alors, puis il y a aussi, on parlait des usines de Honda, par exemple, qui sont capables de faire jusqu'à... on achète 55 000 au Canada CR-V, on va acheter 33 000, 35 000 Honda Civic 4 portes. On est capable de faire 200 000 chars à Alliston, en Ontario. Il faut quand ils vont traverser, ils vont être tarifés du côté des États-Unis. Donc, c'est l'élément qui m'inquiète parce que la vérité, c'est qu'il y a un déficit, là. Ouais, mais l'élément qui m'inquiète le plus, c'est pour l'industrie automobile canadienne tout entière, dans la mesure où comment est-ce qu'on va réussir chez Honda, chez Toyota, à continuer de produire des véhicules qui vont être beaucoup plus difficiles à vendre du côté des États-Unis, quand on sait que à peu près 80 % de la production de Honda et Toyota s'en va aux États. Ben c'est ça. Fait combien de temps ces véhicules-là vont être avantageux ici? Oui, c'est sûr. On va peut-être... RAV4, c'est 77 000 unités. On va-tu en vendre 85, 90 000? Est-ce que le CR-V va monter à 70, 75? Possible. Oui, possible, oui. Mais c'est en dollars canadiens. Puis Honda et Toyota veulent continuer de vendre des véhicules en dollars américains. Ça, c'est un bon point. Il y a ça, là. La compagnie, elle doit rouler. On nous fait presque puis c'est drôle de dire ça, mais on nous fait presque un cadeau en nous vendant des véhicules à ce prix-là versus ce que l'Américain va payer en dollars US. Alors, on ne sera pas capable de juste vendre des véhicules au Canada. Là. C'est littéralement impossible. Et moi, j'ai très peur pour le futur de l'industrie auto-canadienne parce que, d'une part, du côté des usines américaines, Stellantis, Ford et GM, il y a le syndicat Unifor qui est là pour protéger les employés pour une période X. Mais si le constructeur décide de sacrer son camp parce qu'il y a des craintes, il va s'en aller. Je pense pas que ça va arriver pour GM. Mais j'ai très, très peur pour les employés de Ford et pour ceux qui avaient des emplois du côté de Brampton. On a fermé temporairement l'usine de Windsor, on l'a mentionné la semaine passée. Il reste encore une semaine de fermeture. Est-ce qu'on va réouvrir dans une semaine? Je suis vraiment pas certain de ça. Puis ça, c'est l'usine où on fabrique les fourgonnettes Chrysler. C'est pas le produit qui se vend le plus, on s'entend. Charger EV, non plus. Alors, tu sais, c'est pas rose comme avenir de ce côté-là. On verra comment tout ça va se passer. Mais on va avoir évidemment au cours des prochaines semaines plus de détails sur l'application des tarifs, comment ça va fonctionner, comment les concessionnaires vont composer avec ça. Est-ce qu'on va afficher le tarif sur le PDSF? Moi, je pense pas, parce que le tarif peut changer constamment, ou le gouvernement peut changer d'idée, ou de pourcentage, ou de ça. Aussi, le constructeur qui est sur le bord d'être approuvé par l'ACEUM ou qui est compliant, là, si on dit avec l'ACEUM, puis il va changer de fournisseur avec quelque chose en 2 semaines, puis là, le véhicule va être accepté dans l'ACEUM, puis là, finalement, le tarif est moins pire. Alors, ça peut arriver aussi. Là. Moi, je pense pas qu'on peut appliquer le tarif, intégrer le tarif dans le PDSF. Ça n'a pas de bon sens. On va changer le PDSF à 3 semaines. Par le temps que tu regardes le véhicule, la semaine d'après, ça a changé. C'est ça. Alors, on verra comment tout ça va se jouer, mais ça va être extrêmement complexe. Cela étant dit, tu sais que je m'envole aujourd'hui même pour aller mettre à l'essai en Californie le Lincoln Navigator. C'est pas très politically correct en ce moment d'aller aux États-Unis conduire un symbole américain d'un camion fabriqué aux États-Unis. On s'entend-tu? Alors, la question que je te pose, c'est comment est-ce qu'on pratique le métier à partir de maintenant? Oui, c'est une bonne question. Parce que on va se faire critiquer, peu importe ce qu'on va faire, peu importe ce qu'on va écrire. Tu sais, je vous le dis d'emblée, là, dans les prochaines semaines, je vais mettre à l'essai un Cybertruck. Est-ce que je vais me faire fusiller parce que je conduis un produit que les gens achètent? Oui. Tu sais, c'est ça. Alors, est-ce que je vais couvrir uniquement des véhicules fabriqués au Canada? Oui. Ou est-ce que je vais bannir littéralement tout ce qui est fabriqué au Mexique? La réponse, c'est non. Moi, je vais continuer. Je vais faire la part des choses. Évidemment qu'il y a un volet politique qui demeure tout le temps, qui est là, auquel il faut penser.
mais je vais continuer de faire le métier comme je l'ai toujours fait, sans quoi j'ai l'impression qu'on va l'aimer un peu moins, notre métier. Oui, parce que... Donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Tu sais, par exemple, le Guide de l'auto répertorie tous les véhicules qui sont commercialisés au Canada. On a un devoir d'informer les gens sur ces véhicules-là, sur les pour et les contre des achetés, mais également les mises en garde, les prix, etc., comment comparer. Ouais. Je pense que la politique, oui, elle a une part là-dedans quand on parle de tarifs, quand on parle de réglementation, quand on parle de tout ça, mais on a le devoir de quand même de fournir ces informations-là, peu importe qu'est-ce qui arrive au niveau de la politique. Tu parles du Cybertruck, oui, ça m'est arrivé quand je l'ai essayé, j'ai eu du courrier. Ça, c'est bien avant que les tarifs en temps rigueur. C'était bien Elon Musk qui fasse un fou lui-même. Bien avant ça. Donc, évidemment, ça fait partie du métier. Puis je pense que d'informer les gens sur les véhicules, c'est notre métier. Puis on va continuer à le faire. Quand des véhicules vont arrêter d'être commercialisés au Canada, puis ça ne servira pas à rien de les essayer, on ne les essayera pas. Mais pour le moment, si les gens veulent les acheter ou désirent avoir un véhicule plus qu'un autre, on est en devoir de les informer sur l'achat de ce véhicule-là. Puis c'est certain que dans le Guide de l'auto 2026, sur lequel on travaille déjà, on ne pourra pas indiquer des tarifs, on ne pourra pas, tout peut changer à tout moment. Alors, on va décider de rester en terrain neutre, de vous présenter le véhicule tel qu'il est avec le PDSF annoncé, mais on ne pourra pas se prononcer sur l'application d'un crédit, d'un non-crédit, d'un tarif qui pourrait partir, revenir, être modifié. Non. C'est impossible à gérer. Puis on se rend compte de plus en plus, écoute, dans l'émission du Guide de l'auto, Louis-Philippe, je tourne des studios 3 semaines avant que l'émission soit diffusée, puis l'information change entre le moment où je tourne le studio et le moment où l'émission est diffusée. Parce qu'on modifie les tarifs, parce qu'on change d'idée, parce que le constructeur ramène des crédits incroyables. Tu sais, c'est très, très difficile en ce moment de pratiquer le métier. Et c'est pour ça qu'il faut faire un pas de recul, regarder l'ensemble du marché puis continuer de faire le métier de la façon dont on l'a toujours fait, en mettant un peu de côté les aspects politiques, même si on ne peut pas complètement les renier. Je suis d'accord. Bon. On a vu passer cette semaine une nouvelle qui m'a surpris. JLR, Jaguar Land Rover, qui a décidé de cesser l'importation temporaire de ses produits sur le marché américain en guise de contestation. C'est pas rien, là. Oui, c'est 30 jours d'arrêt, si on veut, d'envoi de véhicules. Hein. Des Land Rover, là, on en fait 400 000. Il y a 100 000 qui s'en vont aux États-Unis. C'était un quart de la production, là, si je ne me trompe pas dans les chiffres. C'est un marché qui est extrêmement important. Mais juste pour te donner une idée, le grand Range Rover, donc le plus gros des Range Rover, parce que la version Sport, le Evoque, bon. Le Grand Range Rover, c'est le 2e VUS de luxe pleine grandeur en importance en Amérique du Nord après le Cadillac Escalade. Wow. On en vend plus que des Lincoln Navigator, que des Grand Wagoneer, que des Infiniti QX80, que des Lexus LX. Alors, c'est un véhicule qui a énormément de succès et qui se vend à gros prix. Là. Des fois, on frôle le 300 000 canadiens pour un Range Rover. Là. Alors, c'est un véhicule à succès. Et là, que Land Rover décide de tirer la plug uniquement pour le marché américain, là, pas pour le Canada, pour un mois complet, j'ai l'impression qu'il y a des riches individus dans la région de Beverly Hills qui vont crier. Ben, tu sais quoi? Et il y a des concessionnaires qui ne seront pas contents. Je trouve que les clients de Land Rover en général, les clients de Range Rover qui achètent ce véhicule-là... attention, je te vois aller, là, tu vas me dire qu'ils mettent jamais leur flasher. Non, c'est pas ceux-là. Ils sont très fidèles à la marque. Tu sais, je veux dire, quand même bien que la fiabilité n'est pas là. La fidélité, elle l'est surprenamment dans les sondages. C'est toujours démontré continuellement. J'ai l'impression que JLR, c'est ça. Et puis, regarde, on peut prendre un 30 jours de recul. Nos clients vont probablement attendre nos produits pareil parce que... De toute façon, il doit y avoir des inventaires pour être capable de oui, absolument. Il doit y avoir des trucks dans les concessions. Ça doit pas être un problème. Mais tu sais, c'est des véhicules qui sont quand même... Tu sais, JLR, c'est une propriété de Tata Motors qui est en Inde. Le grand vendeur Defender est fait à l'usine de Nitra, là, je pense en Slovaquie. Donc, tu sais, c'est quand même en Europe, on a quand même notre petit problème, entre guillemets, ou notre situation de mondialisation, si on veut. Donc, on va peut-être en profiter pour revoir ça puis voir où est-ce que ça s'en va. 30 jours,
qu'est-ce que ça veut dire. C'est beaucoup pour certains constructeurs, c'est peu pour d'autres. Je pense que pour GLR, ils ont une clientèle tellement fidèle, des gens qui vont attendre un petit peu, vont avoir leur camion, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais encore là, comme tu disais tantôt, ça peut aller de tout bord, tout côté. Là. On ne sait pas qu'est-ce qui va exactement. Arriver. Mais j'ai été surpris de voir que c'était JLR qui était le premier constructeur à amener ça. Ouais. On se serait attendu de la part de Volkswagen qu'on fasse un geste comme ça, ou je sais pas, mais de JLR qui fabrique aucun véhicule en Amérique du Nord, soit dit en passant, c'est un geste quand même audacieux. Deux futures camionnettes électriques qui pourraient voir le jour peut-être un peu plus rapidement que ce qu'on pense. D'abord du côté de chez Kia. Oui, bien, Kia, on a vu des photos espions, des vidéos espions là, d'une camionnette qui a une devanture un peu comme un EV9. Là, ça ressemble à ça, la devanture. Ben, comprenez que c'est un EV9 avec une boîte. EV9 avec une boîte, on va pas le dire, mais c'est probablement ça. Ça a l'air coupé un peu en arrière là, à la Avalanche. Là. Je vais trouver une espèce de comparatif à ça. C'est pas comparable, mais ça ressemble un petit peu quand on coupe la boîte. On n'a pas vraiment de détails sur la camionnette, mais ça fait une couple d'années qu'on en parle là, de ça, que ça devrait arriver. Du côté de Kia, puis on veut profiter un peu de l'engouement. Je ne sais pas où est-ce que l'engouement va s'en aller quand on est sujet à des tarifs, quand on est sujet à tout ça. Donc, c'est un véhicule qui va être fabriqué aux États-Unis. Ça va être forcément fabriqué aux États-Unis, mais... Et clairement, il n'y a pas d'intention de commercialisation en dehors de l'Amérique du Nord avec ce produit-là, puisque au Kia EV Day, il n'y en a pas été question et on nous projetait des véhicules jusqu'en 2027. Donc, c'est clairement un véhicule qui sera dérivé de ce qu'on connaît déjà puis qui sera destiné au marché nord-américain. On projette des ventes annuelles de 90 000 unités chez Kia, puis on va aller chercher importantes. Capitaliser sur les usines, justement, qu'on a en sol américain, c'est une bonne idée, je pense, dans le contexte actuel. Et donner la réplique à de futurs joueurs, là, parce que tu as Rivian qui est en place, qui fait quand même de bons chiffres. Les camions américains pleine grandeur électrique ne se vendent pas autant que ce qu'on avait espéré, mais ça se vend quand même. Le Cybertruck, ils en ont toujours bien vendu quand même un certain nombre. Et on sait que là, tu as Scout qui s'en vient avec une camionnette. Alors, ça prend quelque chose du côté des Coréens pour aller jouer dans les plates-bandes de tout ce beau monde-là. Et Nissan compte faire la même chose. Oui, peut-être Nissan, que ça serait une bonne idée de commencer à régler les problèmes qu'on a en ce moment avant d'inventer d'autres produits, là. Je sais pas. Oui, en 2021, on a dévoilé un concept Surf Out, qui est la camionnette Nissan électrique qu'on n'a pas revue depuis, mais là, on la ressort, les images, parce que justement, c'est dans les pourparlers avec Nissan. On a vu dernièrement aussi, j'ai vu une photo passer du Leaf, de l'utilitaire Leaf camouflé, qui était à Blainville, au Supercharger de Blainville de Tesla, là, parce que c'est quelqu'un sur Instagram qui a publié ça. On n'a pas la photo là, à l'écran, mais on a vu quand même ce véhicule-là qui est en test en ce moment. Donc, Nissan a tout intérêt à essayer d'aller chercher des parts de marché dans des gros véhicules qui peuvent se vendre aux États-Unis, puis essayer de se diversifier le plus possible, parce que justement, ça va pas bien chez Nissan. Donc, montrez-nous du stock, s'il vous plaît. Oui, exactement. Alors, à suivre de ce côté-là, on verra si le véhicule voit le jour, mais évidemment, avant ça, il y aura l'arrivée d'un véhicule comme le Xterra qui est attendu. Puis évidemment, il faudrait aussi... La Sentra qui sera renouvelée prochainement, mais il faudrait aussi que les ventes ne continuent pas de chuter. Tu sais, qu'on prenne des décisions par rapport à Infiniti puis qu'on se concentre sur ce qui fonctionne, parce que actuellement, je suis obligé de te dire qu'en regardant la gamme de produits Nissan, je sais pas ce que j'irai acheter. Oui, c'est tristounet. Le Kicks Play est une bonne valeur. Oui. Puis après ça... Un vieux modèle, mais qui a quand même une bonne... Puis après ça, tu montes en gamme, puis tu regardes, je sais pas, moi, une Sentra, y a-tu mieux ailleurs? Oui. Y a-tu mieux ailleurs dans le cas d'un Kicks régulier? Oui. Y a-tu mieux qu'un Rogue? Oui. Y a-tu mieux qu'un Murano? Oui. Oui. Tu sais, tu peux monter, là. Frontier. Frontier, c'est quand même un véhicule qui se défend. Oui. J'ai envie de te dire mais il se défend. J'ai envie de te dire que dans la gamme Nissan, s'il y en a un que j'achèterais en premier lieu, c'est le Frontier. Mais bon. Parce que les rivaux sont tellement dispendieux puis compliqués, puis etc. Tandis que le Frontier a fait ses preuves. Même l'Armada puis le QX80, c'est des véhicules qui se défendent bien. Mais vas-tu acheter ça avant un GM? Ben non, c'est ça exactement. C'est là la question. Fait que c'est très, très difficile pour Nissan de se défendre en ce moment.
Bon, on a appris aussi que Toyota allait mettre un terme à la GR Supra, édition finale annoncée pour le marché canadien, qui va être différente de ce qu'on va retrouver ailleurs, mais qui n'aura pas le moteur plus puissant. Ben oui, on parlait, on a dévoilé, puis on ne le savait pas quand on a dévoilé les premières images de cette édition finale-là, qu'on allait l'avoir au Canada, évidemment. C'est arrivé, mais elle va traverser chez nous sans toutes les spécifications. Ben, en fait, il y a des spécifications intéressantes, mais c'est pas toutes les spécifications qu'on a. Frein, pneumatique, genre, c'est ça, design. Exactement. Mais alors, le moteur reste... c'est ça, c'est le 382 chevaux. On a 429 dans le modèle qui était dévoilé initialement. Mais comme tu l'as dit tantôt, plus de freins, plus de suspension. On a des différences physiques également. Là, si je me trompe pas, le modèle qui avait été dévoilé a comme un aileron, puis nous autres, on va avoir l'espèce de bucket là, à l'arrière qui est plus typique là, à la Supra chez nous. Puis, c'est ça. C'est un véhicule qui n'a pas été le plus populaire, mais quand même qui va trouver des preneurs pour ça, pour ce modèle-là. On met le paquet de la sauce pour la fin là, du modèle. Puis peut-être un mot sur le design Corvette qui a été présenté cette semaine. Une Corvette électrique, mais imaginée par des Européens. Oui, c'est un... Imaginez dans le studio de design de GM en Angleterre, c'est un exercice de style, là, comme on appelle, un exercice de style chez General Motors, pour montrer une éventuelle peut-être Corvette électrique. Là, on voit un modèle qui est quand même très futuriste avec des portes là, de style Gullwing, là, si je peux me permettre. Une batterie qu'on dit qui est intégrée dans la structure du véhicule. On a un véhicule qui est plus bas, qui est plus large, à peu près la même longueur. On parle d'un groupe motopropulseur électrique également, mais on n'a pas de détails techniques. C'est quand même intéressant à voir, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. C'est intéressant parce que on le réalise pas, mais la Corvette de génération actuelle, elle a été dévoilée en cours d'année 2019. Elle est arrivée, moi je l'ai conduite 2020. Juste avant la COVID, là, en janvier 2020. Donc, ça fait déjà un bout qu'elle est là. Puis, il commence à avoir des traces de vieillesse. Et tu t'assois là-dedans, puis c'est encore le vieil écran de l'époque de GM. Là. Ça a très mal vieilli. Sans blague, là, tu regardes tout ce qu'on retrouve dans les nouveaux produits de General Motors. Là. Puis là, tu t'assois d'une Corvette, tu fais « Oh, yoï, OK. Oui, ça a vieilli. » Fait que ça va prendre quelque chose très prochainement. C'est arrivé vite. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. C'est le moment d'analyser les ventes, Louis-Philippe, parce que on a vu un peu, on a vu des nouvelles passer cette semaine comme quoi les gens se ruaient chez les concessionnaires en ce moment pour acheter des véhicules avant que les tarifs fassent augmenter les prix. Disons que c'est une réalité qui n'est pas tout à fait ça, là. Ça va pas si bien que ça dans l'industrie automobile et particulièrement au Québec où les ventes ont été en baisse pour le premier trimestre de 2025 par rapport à 2024. Alors, j'y vais en rafale pour vous illustrer à quel point c'est le Québec qui a reculé par rapport au reste du marché canadien. Colombie-Britannique, les ventes ont été en hausse. Et là, évidemment, on parle pour les 3 premiers mois de 2025 par rapport aux 3 premiers mois de 2024. Colombie-Britannique, on était en hausse de 1,3 %, aussi bien dire que c'est stable. Alberta, hausse de 14,5 %. Saskatchewan, 21,1 % Manitoba, 21,3 % sont de gros chiffres. L'Ontario, 1,1 %. Donc, on est resté assez stable. Nouveau-Brunswick, 10,7 % de hausse. Île-du-Prince-Édouard, 15,2 % de hausse. Nouvelle-Écosse, 16,9 % de hausse. Et Terre-Neuve, 20,6 % de hausse. Alors, tout le monde a augmenté. Évidemment, l'Ontario, qui est le marché le plus grand, a augmenté beaucoup moins en proportion que les autres. Mais au Québec, les ventes ont été en baisse de 6,6 %. Ce qui est totalement anormal dans un marché qui serait normal. Mais comme le marché du Québec est anormal parce qu'il a été subventionné, ben ceci explique cela. Alors, on a vendu au Québec pour les 3 premiers mois de 2025 93 761 véhicules, alors qu'on en avait vendu un peu plus de 100 000 à pareille date l'année passée. Et ça s'explique par le fait que pendant 2 mois, il n'y avait pas de subvention sur les véhicules électriques. Février et mars, ça a été des mois
cauchemardesque, moins pour certains constructeurs comme Mazda qui ne vend pas de véhicules électriques, mais pour ceux qui en vendent, ça a été très difficile. Et, tu sais, bon, je vais sortir des chiffres en rafale parce que tu vois, un constructeur comme BMW au Québec a eu des hausses de vente de 25 wow. Ça, c'est fantastique. Stellantis, le groupe au complet, moins 8 de ventes par rapport à l'année passée, mais dans le cas de Jeep, c'est moins 29 Tout a baissé. Bon, évidemment, je regarde les chiffres. Là. Gladiator, moins 70 Renegade, évidemment, bon, il n'y en a plus. Là. 64 de baisse de vente pour la gamme Wagoneer. Wrangler, moins 40 Le Grand Cherokee, ça a montré de 13,8 ironiquement, mais au total, ça a été une catastrophe. Après ça, chez Ford, le Mach-E, les ventes ont baissé, tiens-toi bien, de 89,3 On avait vendu entre janvier et fin mars 2024 2017 unités du Mach-E au Québec. Et cette année, 215 unités. Alors, ça a planté pas à peu près. Il y a encore des inventaires chez les concessionnaires. Ça se vend plus. Et ça, c'est la preuve que l'électrique pogne plus du tout. GM, les ventes ont été en hausse de 6,6 On s'est bien défendu, évidemment, avec l'Equinox, mais qui se vend moins dans les mois actuels qu'il s'est vendu à la fin de l'année dernière, bien évidemment. Si je regarde ensuite, chez Honda, hausse de 31,5 des ventes de Civic. Alors, c'est signe que la Civic 2025, avec la technologie hybride, ça parle aux gens. Le CR-V est en hausse de 9,3 et si tu t'en vas chez Hyundai ensuite, l'Ioniq 6 est en baisse de 76,2 et l'Ioniq 5, là, on s'attendait à ce que les ventes aient explosé, une affaire épouvantable, il y en a partout. Ça a monté, mais très timide, 22 plus de ventes. Kona a baissé de 44 au Québec. Ça veut dire qu'on n'a juste pas envoyé au Québec parce que les cours sont pleines d'Ioniq 5 puis c'est ça qu'on veut vendre. Fait que c'est un marché... écoute, je pense que les électriques, il faut faire attention parce que, tu sais, les subventions ont été mises en pause pendant un bout de temps. On a annoncé là, dernièrement la reprise d'un crédit. Les gens auraient été... stupide de signer pour un véhicule électrique maintenant sans attendre. Fait que je me dis qu'il y a de dire que ça fonctionne pas du tout, je pense qu'on peut attendre au premier mois, peut-être là, au deuxième quart, on va regarder comment ça se passe en avril, puis voir peut-être que le monde va dire, regarde, le 4000, là, ça va être le dernier, on va le prendre, puis on va switcher. Surtout qu'il y a des tarifs qui peuvent s'en venir. Surtout qu'il y a des tarifs qui peuvent s'en venir aussi. Mais attention, parce que là, tu sais, si tu te présentes chez Hyundai demain matin pour t'acheter une Ioniq 5 2024, elle a plus d'un an d'inventaire, elle a une valeur moindre. Alors, on a beau te donner 5 000 de rabais plus 4 000 du gouvernement, te la vendre à 0,9 de taux de financement, la valeur de ce véhicule-là versus un 2025, c'est plus du tout la même. Ça, c'est tu sais, alors une réalité qui n'est pas chez tous les constructeurs, mais il y a de bons deals à faire en ce moment si vous voulez acheter un véhicule comme celui-là, mais ça se bat pas aux portes. Tu sais, Hyundai, on est collé avec les Ioniq 5. Fiat, on est collé avec les 500. Ford, on est collé avec les Mach-E. Les gens... oui, retournent un peu plus, comme c'est toujours le cas quand le printemps arrive, mais pas autant que ce à quoi on se serait attendu. C'est du moins ce qu'on constate en ce moment. Et dans le reportage qu'on a vu passer de notre collègue Marie-Laurence Denelli qui disait... les gens se garrochaient chez les concessionnaires pour sauver les tarifs, ben elle a interviewé quelques clients qui étaient en concession au moment où elle était présente, et c'est ce qu'elle s'est fait dire. Mais de façon générale, c'est pas le pouls de ce que j'ai de l'industrie. Là, les gens font attention aussi, là, c'est l'incertitude économique, puis le monde va dire, ben regarde, nonobstant tous les problèmes de tarifs avec les véhicules... Je te conseille de ne pas regarder tes placements en ce moment. Non, je regarde plus. Ça va moyen. Hein? On essaie de garder notre argent, puis on garde notre véhicule un peu plus longtemps, puis de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est la chose à faire. C'est ça. C'est la chose à faire. Battez-vous pas pour aller acheter un véhicule tout de suite. Là. Il va y avoir toutes sortes de stratégies. Puis de toute façon, comprenez un truc. Là. Votre véhicule d'occasion, si le neuf monte, votre véhicule d'occasion va monter aussi. Ça, c'est sûr. On avait constaté la même chose durant la COVID. Les prix des véhicules avaient explosé et les usagers valaient des fortunes. Et il y a des gens qui ont tiré avantage d'une situation comme celle-là. Ils ont vendu leur véhicule usagé beaucoup plus cher en proportion
que ce qu'ils ont payé plus cher pour un neuf. Alors, tu sais... Il y a eu une bonne... Prenez votre gaz égal, là, comme on dit. Là, c'est un peu ça. C'est approprié. Oui, voilà. Kia EV6, les ventes ont baissé de 78 On pourrait continuer comme ça. Mitsubishi, ça fait mal, par exemple. Parce que Mitsubishi, c'est quoi le véhicule à succès? C'est l'Outlander PHEV. Avec le retrait des subventions, pas besoin de te dire qu'on ne s'est pas énervé. Fait que moins 20 pour Mitsubishi au niveau des ventes générales, moins 63,6 pour l'Outlander PHEV. Ça a fait énormément mal. Nissan, je suis curieux de voir. Les ventes de Nissan, ouais, ça a baissé de façon générale de 12,8 Alors là aussi, ça va pas super bien. Tesla. Là, on arrive dans le segment Tesla. Dans le segment Tesla, ça fait... Tesla, c'est le constructeur qui a mangé la grosse volée. 67 de baisse de vente générale, là, tout modèle confondu. La Model 3, moins 53,5. La Model S, moins 72,7. Le Model X, 64,1 de baisse de vente. Modèle Y, 76,8 et le Cybertruck, on n'a pas de données, mais on en a vendu 68 dans les 3 premiers mois de 2025 au Québec. Alors, c'est pas particulièrement un véhicule à volume, mais quand même. Et un truc qui m'a surpris... C'est pas juste parce que c'est des véhicules électriques. Je pense qu'il y a des facteurs externes. C'est surtout pas parce que c'est des véhicules électriques. Non. Tu sais, je pense que si c'était juste ça le problème, on aurait peut-être... Ça serait similaire aux autres. Oui, puis peut-être un peu moins parce qu'il y a quand même des passionnés de la marque. Plus d'engouement. Toyota, ça va moyen. Moins 31 de baisse de vente. Et ça s'explique par une raison qui est tout autre du reste de l'industrie. On n'a pas de char à vendre au Canada. Et ce qu'on explique mal, c'est 39 de baisse de vente du RAV4 alors qu'il est fabriqué chez nous. Ça veut dire un truc. C'est on ne veut rien savoir de vendre des véhicules au Canada. Vous allez chez un concessionnaire Toyota, vous voulez une Camry, patientez. Vous voulez une Corolla Cross, patientez. T'aimerais ça avoir un Grand Highlander hybride, mon ami? Pas de chance. Ça se peut que ça prenne plus qu'1 an. Puis tu ne choisiras pas la couleur ni l'équipement, c'est celui qu'on va décider qu'on te donne, puis il va être financé à taux quasi usuraire. Ça, c'est ce qui se passe chez Toyota en ce moment. Je trouve ça inacceptable, mais en même temps, la pièce est à 1,47 $, 45 $, ça joue là. Ça a rebaissé un peu récemment, ça remonte. Alors, tu sais, le constructeur Toyota veut vendre des véhicules là où c'est payant de le faire, puis c'est l'avenue qu'on a décidé de prendre. Ça se peut que ça change dans les... mais on pénalise pour vrai, plus que n'importe quel autre constructeur, les consommateurs canadiens. Et ça, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux parce que tu as beau regarder, tu sais, il y a des véhicules, là, tu dis, ça ne justifie pas. Là. La Camry, les ventes sont en baisse de 50 alors que le modèle est tout nouveau. C'est pas vrai que c'est parce qu'on n'en veut pas, là. Qu'est-ce que j'ai... la Crown, évidemment, c'est un véhicule symbolique. La Prius, les ventes sont en baisse de 55 Très, très hâte de voir ce qu'on va faire avec cette auto-là. Sais-tu pourquoi? Et là, tu vas me dire, ouais, mais on vendait des Prius hybrides rechargeables, puis là, le rabais était plus là. Mais c'est pas... OK, mais les consommateurs n'ont pas décidé... C'est parce que les consommateurs n'ont pas décidé de ne plus acheter de Prius Prime là, ou de Prius hybrides rechargeables si on change le nom. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'aller chez le concessionnaire et de se faire dire « Ouais, on n'en a pas. Mais ça pourrait changer. Mon petit doigt me dit que à partir du moment où Toyota... à partir du moment où la Camry est tarifée, parce qu'elle est fabriquée aux États-Unis, ben, Toyota Canada pourrait même décider de dire « Ben écoute, on vend 7, 8, 9 000 Camry par année au Canada. Pourquoi est-ce qu'on se battrait alors que les Américains les veulent toute la gang pour continuer de vendre ça chez nous, alors qu'on a une Prius fabriquée au Japon sur laquelle il n'y en a pas de tarif? On va offrir aux Canadiens la possibilité d'acheter une Prius plutôt qu'une Camry. Puis la Camry, on va la laisser aux Américains là où elle est construite. Ça va faire partie de peut-être des changements. Tu sais, quand je te dis que le paysage automobile pourrait changer, c'est le genre de situation. Parce que c'est sûr que si moi, je m'appelle Toyota Canada demain matin, oui, il y a une clientèle fidèle qui s'intéresse à la Camry. Mais est-ce que cette clientèle-là, de moins en moins nombreuse, va accepter de payer 55 000 $ pour une Camry? La réponse, c'est non. Non là. Alors, on va préférer aller vers une
Prius. Et ça se peut qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le look ou qui n'aiment pas la configuration du produit. Mais en proportion, on va gagner au change parce que la Prius, il n'y en a pas de tarif. Puis c'est une voiture intermédiaire qui va justement se distinguer pour cet élément-là. Alors, on verra comment tout ça... on verra tout ce qui va arriver. Mais en ce moment, Toyota n'est pas dans une belle position. Vaux, les ventes sont en baisse de 9,6 Pourtant, un constructeur qui s'est bien débrouillé. Oui, mais ça s'explique par un truc. Évidemment, les Tiguan sont en fin de carrière, sur le point de se renouveler. Et alors, on en a manqué, là, littéralement. Mais tu l'as dit, là, c'est la dégringolade majeure du ID4, 46 Ben non, ils ne peuvent pas en vendre. Il y a un stop sale sur le véhicule. Alors, c'est ce qui fait extrêmement mal en ce moment dans l'industrie. Alors, je le rappelle, les ventes qui ont été en baisse au Québec, mais en augmentation partout dans le reste du Canada pour les 3 premiers mois de 2025. Le guide de l'auto. Antoine, dans les dernières semaines, on a parlé de véhicules ou dans nos essais qui traversaient facilement la barre des 100 000 $. Mais là, cette semaine, on est allé essayer des véhicules un petit peu plus abordables. Puis toi, tu as essayé le Mitsubishi Outlander à essence. Oui, version régulière à essence qui a été modernisée pour 2025. On change le look un petit peu. On change l'habitacle surtout. Nouvel écran, nouvelle instrumentation. C'est plus moderne. Ça provient du catalogue Nissan, mais c'est un produit qui, au final, est mieux réussi. Pour avoir conduit le Rogue tout récemment versus l'Outlander, je peux te dire que je prends l'Outlander demain matin. Ouais. Bon, j'aime mieux la configuration de l'habitacle. Le Rogue est un véhicule bien dessiné. Pas mal, mais... Oui, mais tu as l'avantage d'une 3e banquette dans Outlander que tu n'utiliseras jamais, tu vas me dire. Là. Mais au niveau du format, c'est un véhicule qui me plaît davantage, mais c'est surtout au niveau mécanique. Parce que le Nissan Rogue a ce nouveau 3 cylindres VC turbo que je déteste, alors qu'on a gardé chez Mitsubishi le moteur Nissan à essence traditionnel qu'on avait dans le Rogue dans le passé, qui est un 2,5 litres. C'est une mécanique qui n'est pas particulièrement puissante, qui n'est pas envoûtante, mais qui fait la job et qui est fiable. Ouais. Et l'autre truc, il faut que je te dise ceci, c'est que ton Mitsubishi, tu le loues 4 ans, tu le loues 5 ans, il est garanti tout le long de ta location. Le Nissan, au bout de 3 ans, il n'y en a plus de garantie. Alors, tu as un bel avantage chez Mitsubishi par rapport à Nissan pour un véhicule qui partage la même structure. Seul truc que j'ai vraiment pas aimé de l'Outlander, c'est qu'il est chaussé sur du 20 pouces et ça cogne dur. Alors, mon conseil, c'est de ne pas aller dans le modèle le plus haut de gamme. Et si vous allez dans le modèle le plus haut de gamme, réduisez la taille de vos roues. Parce que là, on avait chaussé ça en pneus d'hiver, puis je peux te dire que ça affectait énormément le confort. Je comprends que c'est plus beau, là, mais à un moment donné, il y a des limites à fendre des pneus dans des surtout ici, là. et à y goûter en confort et en consommation d'essence aussi, parce que des pneus qui ont plus de résistance au sol, ça va consommer plus. Donc, c'est le seul truc que j'ai pas aimé. Est-ce qu'on aurait voulu avoir un petit peu plus de punch? Bon, oui. Mais sinon, vous avez la possibilité de l'hybride rechargeable qui, lui, n'a pas été updaté comme la version à essence. Les changements se feront pour l'année prochaine. Et il y aura aussi une optimisation de l'autonomie électrique. Alors que le Rogue, lui, va recevoir la technologie actuelle du Outlander PHEV. J'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. C'est rationnel là, comme achat. Là. C'est pas un véhicule de passion. Non. Mais j'ai trouvé que les petites améliorations qu'on avait apportées cette année, c'était franchement très bien. Et puis, c'est un véhicule qui pourrait bien se défendre, assemblé au Japon. Ah, ben ça, c'est intéressant dans ce temps-ci. Toi, de ton côté, assemblé au Mexique. Excuse-moi, je m'allais dire assemblé. Non, Ford Maverick, Ford Bronco Sport, deux véhicules qui partagent plusieurs éléments. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Maverick n'a pas de moteur 3 cylindres. C'est ça. On va en parler de celle-là. Écoute, le Maverick, qu'est-ce qui était de plate quand il a été lancé, c'est la petite motorisation hybride, c'est intéressant, mais on pouvait juste la jumeler avec le rouage à traction. Non, je te corrige tout de suite. On pouvait pas parce qu'il n'y en avait pas dans les concessionnaires. On nous disait qu'on pouvait acheter un... On l'avait sur le commande. Mais il n'y en avait pas. Là, on a monté le prix de 10 000 $. Là, soudainement, il y en a. Puis, on peut avoir le rouage intégral, évidemment, avec la motorisation hybride. Donc, ça devient intéressant. Écoute,
La petite camionnette Maverick, ça devient non seulement intéressant pour ça, mais aussi parce que les intermédiaires puis les pleins formats, les prix augmentent tellement avec les équipements, etc. Donc, quand tu as besoin d'un petit pick-up avec des capacités qui sont peut-être pas hallucinantes, mais quand même utiles. Pour bien des gens. Correct pour la majorité, je vais te dire, du monde. Ben là, il y a comme cette espèce de filon-là qui est exploité par la Ford Maverick, une petite camionnette avec une caisse de 4,5 pieds, quand même limitée, mais très le fun. Écoute, on a essayé... T'as 2000 livres de capacité de remorquage avec l'hybride, hein? T'as 2000 livres de capacité de remorquage. 4000 avec le 2 litres. 4000 avec... mais en fait, t'as l'ensemble de remorquage 4K qui peut avoir 4000 livres également avec... avec l'hybride? Avec l'hybride, oui. Comment c'est intéressant, quand même ça? intéressant. Ouais. C'est très rare, puis tu vas être d'accord avec moi, dans les lancements, qu'on a des véhicules complètement dénudés de base. Hein? Les constructeurs veulent nous montrer leurs produits sur leur plus belle angle, fait qu'on a des variables loadées au bouchon, là, si on peut se permettre l'expression. J'ai l'impression que le Lincoln Navigator que je vais essayer cette semaine va être assez loadé. Il va être très, très, très riche comme véhicule. Mais là, on a eu l'occasion d'avoir une variante XL avec les sublimes petites jantes en métal, en acier, que je suis totalement en amour avec, était pas complètement de base parce qu'on avait le rouage intégral évidemment pour nous montrer un peu cette nouveauté-là, mais je peux te dire que les rétroviseurs extérieurs s'ajustaient avec nos doigts, les vitres étaient pas automatiques, donc c'est quand même le fun d'avoir ça, puis ça montre un peu la confiance que Ford a en sa nouvelle camionnette Maverick renouvelée, parce que justement, mettre un modèle de base comme ça, c'est quand même significatif. C'est vraiment un excellent produit. Le fait qu'on ajoute le rouage intégral sur l'hybride, bon, hâte de voir à quel point on va être capable d'en avoir. Là, ça, c'est l'autre question. Mais c'est un véhicule assemblé au Mexique. Il ne sera pas tarifé. C'est une belle formule. Il faut aussi mentionner un truc. Tous les pick-up intermédiaires vendus en Amérique du Nord sont faits aux États-Unis, sans exception. Donc ça veut dire que si tu veux t'acheter un Ranger, un Colorado, un Frontier, un Tacoma, un Gladiator, peu importe c'est quoi, sont faits aux États-Unis. Ça, non. Donc là, tu as une petite porte de sortie aussi. Il va y avoir un écart de prix encore plus intéressant. Puis un mot sur la consommation. Consommation combinée de 6,1 litres au 100 km, puis on a brassé le camion. C'est vraiment cool. Là, on était à l'aise, puis tout, mais quand même 2 personnes dans le véhicule, ça veut en dire beaucoup. On a eu aussi essayé la nouvelle variante Lobo. Qui est la camionnette sportive. Je trouve ça audacieux pour Ford d'avoir lancé ça. C'est un petit peu un clin d'œil à la camionnette plus basse, plus de rue, là, quand même cool. Mais je peux te dire, c'est une camionnette qui a toutes sortes de petits attributs comme être un petit peu plus basse, sportive. avec des gros freins, des jantes quand même assez cool. Là, on a la vectorisation du couple, toutes sortes de petites composantes qui fait que le véhicule est un petit peu plus agressif sur la route. Moi, dire agressif aussi sur le confort, parce que l'avoir conduit sur même les routes parfaites de la Californie, je ne la verrais pas au Québec tout à fait pour ça, là, parce que c'était quand même, ça portait dur comparativement ça, tu peux pas l'avoir en hybride. Non, c'est seulement avec le 2 litres turbo compressé, qui développe 250 chevaux. Fait que on l'a essayé sur un petit circuit d'autoslalom. C'était quand même... Puis l'arrière décroche assez facilement, donc agréable, mais... Tu sais, t'as pas un bon pick-up parce qu'il n'y a pas de garde au sol, il n'y a pas les mêmes capacités, etc. Puis t'as pas un bon véhicule sportif parce que, ça dérape puis c'est le fun, mais ça colle pas tant que ça. Donc, c'est un peu le pire des deux mondes. Je trouve ça cool si t'es un gros fan de Ford puis tu veux ajouté ça un peu à ta collection. Il y a peut-être des gens qui vont le personnaliser, s'amuser avec ça, mais évidemment, c'est pas le véhicule à volume. Pas le véhicule à volume, puis c'est pas celui que je prendrais personnellement. Je m'en irais plus vers un petit hybride à rouage intégral. Là, ça serait Il te reste 2 minutes pour nous parler du Bronco Sport, qui lui aussi subit quelques changements, mais il n'y a pas d'hybride encore. Ben non, puis on a lancé On vous répond quoi quand on dit pourquoi vous n'avez pas l'hybride? C'est le marché, puis on n'a pas eu cette demande-là. C'est toujours pourquoi qu'on n'a pas tel équipement? C'est le marché, puis etc. Donc, tu es familier avec cette réponse-là, je pense. Écoute, on a lancé à travers, depuis le début du Bronco Sport, quelques petites variantes qui étaient plus vintage, un petit peu clin d'œil à la version Heritage, etc. Là, maintenant, on veut embarquer un peu dans l'engouement des camionnettes, des
petits utilitaires plus robustes, plus off-road. Fait qu'on lui donne une variante Sasquatch qui est comme avec le Bronco, le vrai Bronco. Quand même beaucoup d'équipements dessus, là, sa propre suspension, un mode rallye. Là, on voit sur les images qu'on a pu se promener dans le désert avec. Écoute, c'est pas un Bronco, ça va t'amener un petit peu plus loin que le modèle sortant. Par contre, avec les prix qu'on a, c'est sûr, la variante Badlands Sasquatch qu'on a essayé, c'était 44 000, je pense, 44 500 $, 48 995 $ et on ajoute 4 400 $ pour l'ensemble Sasquatch. Fait que t'as plus les frais de transport, de 2 195 $. 2-3 options, t'es rendu à 60 000. Fait que, pour un utilitaire compact, c'est très dispendieux, donc il faut faire attention. Puis qu'est-ce que je trouve dommage aussi, c'est que il y a 2 moteurs. Le moteur 1.5 litres, 3 cylindres, qui est dans toutes les variantes, à part la Badlands, qui est le 2 litres, qui est le plus intéressant. Donc, il faut aller vers cette variante-là pour avoir un moteur qui est intéressant. Le 1.5 litres, il est suffisant, mais pas aussi agréable à conduire. Donc, quand même, amélioré comme capacité. Allez l'essayer si ça vous convient. Mais qu'est-ce que ça serait génial avec la motorisation hybride, ça? Eh bien oui, ça aurait tout son sens. Puis là, on l'offre avec le rouage intégral dans le Maverick. Fait que ça puis dans l'Escape. Dans l'Escape, qui partage aussi les composants de on ça. L'attend Merci, encore. Louis-Philippe. On va se retrouver la semaine prochaine. On pourra justement parler de nos essais de cette semaine, incluant le Lincoln Navigator qui, ironiquement, arrive en ce moment chez les concessionnaires, mais probablement au compte-gouttes, avec une facture qui avoisine les 140 000 $ quand même. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.